Alors, nous allons vous présenter le projet L'Incroyable, qui est un projet de voilier autonome océanographique. Pour faire une petite présentation rapide du projet, ce projet est venu à la suite d'une demande de deux clientes, qui sont Ivan Perrault, qui est océanographe au LOPS, donc au Laboratoire océanographique physique et spatial, et Peggy Rimelin, qui est chercheuse à l'IUM, à l'Institut universitaire européen de la mer, qui avait donc pour objectif, elle voulait récolter des données océanographiques. Et c'est sur ce besoin que nous nous sommes basés pour répondre avec une solution technique qui est de la conception et la réalisation d'un voilier autonome. Pour nous aider, nous avons eu plusieurs sociétés et associations qui nous ont accompagnés lors de ce projet. La première est la société Kéros, qui nous ont aidés dans l'élaboration de matériaux éconçus pour la coque du bateau. Nous avons eu également l'aide de l'association Céladon, qui nous ont formés au milieu marin et qui nous ont également accompagnés pour les essais en mer. Et également notre partenaire financier qui est ISBLUE, donc qui est l'école universitaire de recherche qui lie recherche et milieu marin, donc qui nous ont aidés sur toute la partie financière de ce projet. Au niveau des contraintes du projet, nous devions réaliser un voilier qui faisait une taille environ d'1,30 m, tout ça dans un budget limité. Ce voilier doit transporter 2 kg de charge utile, donc ils sont représentés par les capteurs qui vont permettre de récolter les données. Et ce voilier doit être également autosuffisant en énergie car il doit pouvoir être autonome sur toute une journée. Ce projet doit être également conçu avec des matériaux éco-responsables. Les matériaux que nous avons utilisés s'appellent le carlin. C'est un mélange de fibres de lin qui est enrobé à du PLA et qui est pressé à chaud. Donc là, on peut voir deux photos. Donc la première, c'est vraiment juste la fibre de lin mélangée avec le PLA. Et il y a une partie où c'est beaucoup plus épais et au milieu, en fait, c'est en sandwich avec du liège. Avant de continuer dans la présentation du projet, on va faire un petit rappel au niveau du vocabulaire. Une voile qui est composée de l'aile pour la propulsion du voilier et de l'aileron pour la direction de l'aile. Il y a également la coque qui va servir donc pour transporter le tout et pour la flottabilité du voilier. Le safran qui aide à la direction du voilier. Et enfin la quille qui permet la stabilité du voilier. Pour mieux comprendre comment nous nous sommes organisés dans notre groupe, sur les 13 élèves de notre groupe, on s'est donc réparti des tâches selon nos préférences. Et donc on va d'abord commencer par la navigation pour permettre de comprendre le fonctionnement du voilier et on continuera sur la conception de tous les composants du voilier comme la coque, la voile, etc. De mon côté, je vais vous présenter le fonctionnement de la navigation de l'Incroyable. Alors, sur l'Incroyable, on trouve une aile à la place d'une voile classique. Et cette aile permet de propulser le navire. Alors, comment elle fonctionne? En fait, elle est neutre par rapport au vent, c'est-à-dire que le mât est situé sur le centre de poussée. Donc, toute seule, l'aile ne va rien créer avec le vent. C'est pour ça qu'à l'arrière de l'aile, ici, on trouve un aileron que l'on vient orienté pour donner un angle précis à l'aile, puisque l'aile a un profil comme une aile d'avion. Selon l'angle qu'elle a avec le vent, on va créer de la portance, et c'est cette portance qui vient propulser le navire. Entre l'aile et puis le safran, on trouve un régulateur d'allure. Donc c'est constitué de 2 poulies et de drosses, donc qui sont croisées entre elles. C'est-à-dire que lorsque l'aile tourne dans un sens, le safran vient tourner dans l'autre. Donc le principe, c'est que lorsque le vent va venir tourner autour du navire, l'aile va pivoter puisque l'aileron va la faire tourner et en même temps, elle va embarquer le safran dans sa rotation et la conséquence, c'est que l'angle du safran va venir lofer. Le navire va venir lofer, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher du vent et donc on va conserver le même cap par rapport au vent. Donc c'est une sorte de pilote automatique mécanique.
Sur l'Incroyable, on trouve 2 servomoteurs, un situé sur l'aileron et l'autre situé sur le safran. En mode manuel, on dispose d'une télécommande et sur cette télécommande, on a 2 leviers. Un des leviers permet de choisir l'angle de l'aileron, donc de l'orienter selon si le vent vient de bâbord ou de tribord. Donc on trouve un deuxième levier qui permet de modifier l'angle du safran à l'arrière du navire et donc de changer le cap du bateau. Sur la télécommande, on trouve également un sélecteur qui permet de passer en mode automatique. Donc en mode automatique, on désigne des points géographiques que l'on appelle des waypoints et qui désignent la zone où le navire va évoluer puisque l'objectif du navire, ça va être d'atteindre chaque waypoint les uns après les autres. On peut également voir l'algorithme de navigation sous forme de schéma bloc. Donc pour naviguer, l'Incroyable récupère sa position GPS. Ensuite, il détermine son cap actuel et également la direction du vent par rapport à ces derniers paramètres. Puis, il calcule les angles à donner au servomoteur afin de modifier son cap et se rapprocher d'un waypoint. Tout cela, il le fait en prenant en compte les limites de navigation à la voile, notamment au pré et lorsqu'il est en vent arrière, puisque on ne peut pas toujours atteindre un point directement lorsque celui-ci se trouve face au vent. Donc le navire va devoir effectuer des virements et louvoyer pour atteindre un point qui se situerait face au vent. Sur le mode automatique, on peut également désigner une largeur d'un couloir de navigation. Ce couloir de navigation permet de restreindre la zone de navigation du navire à un couloir précis. Et ce couloir est principalement utilisé lorsque le navire louvoie et donc peut permettre de rester dans une zone désignée. Actuellement, le mode automatique reste encore à améliorer puisque on a découvert que les virements étaient plus compliqués que ce que l'on pensait et donc il faudra les prendre en compte dans le futur. Nous avons commencé à développer la coque en utilisant les plans qui nous ont été donnés. Ces plans ont dû être modifiés car la longueur du matériau disponible était plus courte que la longueur du voilier. Donc nous avons réduit la taille du voilier de 120 à 112 mm. Une fois que le plan a été corrigé, nous l'avons traduit en modèle 3D à l'aide du logiciel CATIA. Nous avons utilisé une guirlande de 4 mm qui est un matériau rigide. C'est pour cela la coque étant bouchon vif, toutes les surfaces de bordée devaient être développables. De plus, nous avons ajouté le pont, le trou pour la quille, les couples internes et les puits de la quille. Bon. Nous avons utilisé la machine laser pour découper le banc du Kerlan, le couple extérieur et aussi le support latéraux du puits de quille. Nous avons coupé avec la scie circulaire le couple du milieu et puis nous l'avons usiné à l'aide de la défonceuse. Puisque le matériel, le Kerlan Sandwich, est incompatible avec la machine laser. En plus, pistolet colle. Ce pistolet fait fondre les granules du PLA et permet à l'utilisateur d'assembler 2 bordées ensemble en faisant fondre la pellicule de PLA du Kerlan. Nous avons effectué plusieurs tests et avons trouvé les meilleurs paramètres qui offraient une bonne résistance et une bonne adhérence. En plus, nous avons testé différentes techniques pour étaler le PLA de la meilleure façon possible. Ici, c'est l'usinage, la pistolet colle et l'accès à l'intérieur de la coque. Pour coller les bandes de la coque, il est nécessaire d'avoir accès à l'intérieur de la coque et c'est là la raison pour laquelle nous avons fait une manquant femelle. Nous avons continué à ajouter tous les bandes à l'intérieur du manquant et les fixer en place. Nous avons commencé à faire le collage du PLA à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis,
Et après, ensuite, nous avons poncé l'exospéla à l'extérieur du bateau pour avoir une meilleure surface. Pour développer le mannequin, nous avons réalisé les composants suivants. La base, les peignes, les couples femelles et les pièces aux extrémités pour la compression. Avec le contre-plaque fourni pour développer le mannequin, nous avons optimisé le découpe de matériaux en utilisant la machine laser. La grande majorité de matériaux pour développer le mannequin étaient fabriqués à l'aide de cette machine. Pour fabriquer la base, nous avons utilisé du bois OBS avec des tasseaux. De plus, l'assemblage ne contient pas de collage, ce qui est très pratique car vous pouvez stocker le mannequin si nécessaire. Enfin, nous avons commencé à développer les crashbox, qui est un composant situé à l'avant du bateau et qui les protège des impacts. Nous l'avons conçu en gardant la forme et la structure du bateau. Donc nous, on va vous présenter la conception et la fabrication de la voile. Donc tout d'abord, on a commencé par refaire une toute nouvelle CAO pour avoir une vision globale de notre nouvelle voile et aussi pour avoir un peu une vision de toutes les pièces qu'on devait fabriquer ou alors les pièces qu'on devait acheter. La CAO, elle a été en grande partie inspirée des années précédentes, mais on l'a optimisée dans le but d'avoir une CAO plus propre et plus poussée. Et enfin, donc la voile, on est parti, comme l'a dit Corentin tout à l'heure, sur une voile rigide, faite tout en carlin pour les bordées. Et pour le bord d'attaque, bord de fuite et les couples en balsa, donc en bois. Donc au niveau de la fabrication, comme a dit Jules, on a fait certains choix sur les matériaux. On est aussi parti, comme on peut le voir, sur donc des découpes, notamment pour les couples, à la découpeuse laser et l'impression de certaines pièces en 3D, donc pour maximiser la production au sein de l'école. Au niveau de la fabrication, comme le montre l'image à droite, on a pu bien la commencer et bien l'avancer, malgré certains problèmes, notamment en termes de ressources de matériaux. Et justement, pour pallier à ce problème de ressources de matériaux, on a passé pas mal de commandes qui permettent de construire un stock assez conséquent de matériaux pour les semestres prochains, pour que quand ils reprennent le projet, justement, ils n'aient pas ce problème de manque de matériaux. Et justement, donc pour la reprise pour les semestres prochains, on a documenté absolument tous nos choix et aussi tous nos essais lors de la fabrication, ce qui a marché et ce qui a moins marché. Comme ça, on a construit une base de données assez solide pour que les semestres prochains puissent reprendre le projet dans les meilleures conditions. Donc ma partie consiste en la conception du système de régulateur d'allure. Le régulateur d'allure est un système d'asservissement mécanique. Et donc il permet de conserver la direction du voilier par rapport à l'angle du vent apparent. Parmi ses grands avantages, c'est sa consommation énergétique qui est nulle. Et donc en ce qui concerne la conception du système, la transmission du mouvement de rotation est assurée par deux tambours. Le premier est lié au mât et donc permet de transmettre son mouvement de rotation au deuxième tambour qui est lié directement au safran. Et donc par la suite, une rotation de la voile entraîne une rotation au sens inverse du safran. Le montage est assemblé dans la partie arrière de la coque. Donc tous les éléments de la partie supérieure, je parle du servomoteur, le tambour et l'axe du gouvernail, sont portés par une pièce qui supporte l'ensemble et qui est montée sur une glissière. Dans l'objectif d'avoir un système qui est modulable. Et là, le rôle du servomoteur, c'est de créer le décalage nécessaire pour orienter la direction du voilier. Et donc, en raison des contraintes du poids, la majorité des pièces ont été fabriquées en impression 3D, avec une faible densité d'emplissage en matière, ce qui nous a permis d'avoir un assemblage qui est à la fois léger et résistant. Bien maintenant, nous allons nous intéresser à la partie hardware, donc l'architecture et sa conception et sa réalisation. Donc voici, je vais vous présenter rapidement l'architecture hardware qui se compose tout d'abord d'une communication radio qui a été présentée précédemment, qui est une communication réalisée par une télécommande et un
un récepteur de type RC, donc typique des modèles réduits de 4 GHz. Ensuite, une deuxième communication qui, elle, est basée sur du LoRa et qui va principalement transporter les informations de type mesure océanographique ou les consignes de position. Donc, ces deux cartes sont des Titigo T-Beam qui embarquent un GPS, un LoRa évidemment, et puis un microcontrôleur qui est un ESP32. Donc le choix de ce composant a été fait principalement parce qu'on en avait en stock, c'était très pratique. Ils sont un petit peu surdimensionnés mais ils fonctionnent très bien. La suite du circuit au niveau de l'embarqué, donc c'est typiquement juste le récepteur radio et un RC switch qui est un multiplexeur. C'est ce composant-là qui va permettre de passer d'un mode manuel ou d'un mode automatique. Et puis un convertisseur pour ensuite piloter les cerveaux afin de changer l'angle du safran et de l'aileron. La dernière partie en dessous, en violet, donc, concerne les capteurs océanographiques. Donc c'est pour l'instant une option, on ne l'a pas réalisé, on n'a pas encore fait le choix de cette architecture, mais voilà, c'est une proposition pour les années suivantes. Donc pour ce faire, pour réaliser cette architecture, on a réalisé donc, un circuit imprimé à l'INIB qui permet en fait d'améliorer les interconnexions entre les composants et puis de fiabiliser aussi son fonctionnement. Je rappelle que tous les composants ont été choisis évidemment pour leur fiabilité, mais aussi pour leur encombrement et leur consommation. Ils ont tous été le sujet de plusieurs tests qui seront présents dans le compte-rendu du projet principal, qui a pu valider le choix des composants et l'architecture en général. Donc il faut savoir que toute la partie électronique a été développée en même temps que la fabrication de la coque. Et donc l'idée, ça a été pour tester en fait tous les systèmes électroniques, de reprendre un ancien voilier, de le remettre en état et d'y intégrer cette électronique. Donc c'est passé par un boîtier étanche que vous voyez là, et on a fait en sorte en fait que ce boîtier soit adaptable entre les deux voiliers, donc l'ancien voilier et puis le nouveau voilier, avec toute la connectique qui va avec, bien évidemment. Alors on va maintenant parler de la communication LoRa, donc entre les deux LiLiGo TTGo. Donc il y en a une première qui est sur le voilier, qui est connectée au servomoteur et qui permet donc les calculs et l'envoi des données dont on a besoin pour la navigation autonome. Donc ces datas, c'est le nombre de satellites qu'elle détecte, la position du voilier, la direction du voilier, le cap à atteindre, donc l'erreur vers le cap, la direction du vent et les angles des ailerons, etc. Tout ce qu'on a besoin pour la navigation autonome. Il y en a une deuxième qui est connectée à l'ordinateur qui est sur la Terre. Donc celle-là, en fait, elle permet la réception des données et en même temps de transmettre des ordres au voilier. Donc les ordres, c'est une fois qu'on envoie start, donc la LoRa sur le voilier s'initialise. Une fois qu'elle est initialisée, on peut envoyer la commande Go et elle passe en navigation autonome. À partir de là, elle commence à transmettre toutes les datas dont elle a besoin pour sa navigation autonome. Et on peut réinitialiser cette commande en envoyant reset. Une IHM a aussi été développée qui reçoit les données brutes envoyées par l'incroyable et les exploite pour les retransmettre à un opérateur à terre, notamment en affichant sa position en temps réel sur une carte. En plus de la carte, on a deux autres visualisations des données disponibles. On a un mode simple qu'on voit ici avec des informations de base comme la vitesse et la direction du vent et du bateau. Et on a aussi un mode complet qui affiche toutes les informations qui sont renvoyées par l'incroyable. Il est prévu dans le futur du projet de rajouter une autre visualisation qui permet d'avoir un historique des événements, comme par exemple le passage d'un waypoint, ou s'il y a un incident comme une collision, ou bien un manque de batterie. Pour l'instant, cette IHM permet de recevoir des informations. Il est prévu de lui permettre aussi d'en envoyer pour contrôler le drone, donc le mettre en marche, ajouter des waypoints, le passer du mode manuel automatique et vice-versa. Donc au niveau du voilier, on a réalisé une démonstration vidéo, donc une démonstration en fait de montage qui se
passe en plusieurs parties. Donc une première partie avec la quille, ensuite la partie voile, avec le montage ensuite du safran à l'arrière. Donc après sur la voile, il y aura la partie aileron et contrepoids. Et la liaison en fait via bout entre le safran et la voile. Qu'on voit pas très bien. Mais, voilà. Et puis après il y a des vérifications de rotation au niveau de la voile pour vérifier la bonne transmission du mouvement. Nous avons réussi en 4 mois de réaliser la première essai en mer pour notre projet L'Incroyable, avec un système de transport pour bien transporter les deux projets, L'Incroyable et le MEA, en même temps, d'une manière facile. La deuxième figure représente le montage-assemblage du proto en essai en mer avant de monter sur la Célayon. Pendant cet essai, on a bien validé la première tentative à l'UNIB en utilisant des matériaux composites biosourcés. Cependant, cela n'est qu'une première étape avant d'aller beaucoup plus loin. On a rencontré un certain nombre de problèmes, notamment au niveau technique et organisation, notamment un collage de la coque qui entraînait à prendre de l'eau dans le bateau, retard du commande et communication entre les sous-tâches. Nous avons bien pris en compte et nous avons trouvé des solutions et des plans équivalents pour les éviter lors des prochains semestres. Alors, en plus des tests de flottabilité et de navigation, on a aussi effectué des tests dynamiques. Donc, l'objectif, c'est de mesurer les forces hydrodynamiques qui s'appliquent sur la coque du bateau. Donc, pour cela, on a attaché une corde au niveau de l'attache du mât du voilier, ce qui nous a permis de pouvoir tracter le voilier depuis un bateau. Et à cette corde, on a attaché un dynamomètre qui nous a permis de mesurer la force qui s'appliquait lorsque le bateau est en mouvement. On a fait ces tests sur une plage de vitesse de 3 à 5 nœuds et on a des valeurs qui vont de 5 à 30 newtons. Bon, les conditions de test n'étaient pas idéales parce que il y avait quand même pas mal de remous vu qu'on tractait le bateau, on tractait le voilier depuis un bateau. Mais ça permet quand même d'avoir une idée des forces appliquées sur la coque. Donc ces valeurs-là, nous, ne nous ont pas servi pour conceptionner la coque, mais elles pourront servir pour les semestres prochains si une nouvelle coque est à concevoir. Tout d'abord, pour commencer d'une manière bien organisée, ça sera notamment préféré de rédiger des comptes rendus lors des points hebdomadaires réalisés, pour bien préciser et identifier le taux d'avancement de différentes tâches. Il est encore préférable de réaliser plusieurs essais de collage avec d'autres matériaux autres que PLA qui sont déjà disponibles à l'école. Et enfin, sera bien de lancer les commandes plus rapidement pour gagner un peu plus de temps. Et beaucoup d'autres aspects qui seront plus détaillés dans un fichier sur Drive. Pour conclure sur le projet, en tant qu'élève ingénieur, nous avons trouvé ce projet très intéressant car il est concret et permet de se projeter dans notre future vie professionnelle. Nous avons également apprécié le fait que ce projet s'inscrive dans une démarche écologique et locale et que cela nous permette de nous rapprocher des acteurs de la recherche et enfin de se familiariser avec le milieu marin. Nous voudrions remercier tous les acteurs qui ont permis le bon déroulement de ce projet, notamment les professeurs de l'INIB qui ont permis surtout la réalisation de ce projet et qui nous ont proposé ce projet, et également tous les partenaires et les deux clients, donc Yvan Perrault et Peggy Rinlin, et donc nos partenaires financiers, Yazoo, sans eux ça ne serait sûrement pas possible de faire ce projet, et l'association Céladon et la société Kéros qui nous ont également grandement aidés. Merci à tous.